Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast un peu particulière en ce jour où je vais vous présenter une impératrice byzantine à la fois connue pour des faits pas très glorieux mais aussi très peu connue parce qu'on ne sait pas grand-chose d'elle et surtout on n'a quasiment que 2 lignes dans certains bouquins d'histoire. Donc je me suis dit que ce serait une très bonne idée de vous faire une petite vidéo dessus. Aujourd'hui, nous allons parler d'Irène, de l'impératrice Irène II, dite Irène l'Athénienne, qui a régné grosso modo de 780 à peu près 787 à 802. Euh, on va dire un règne seul à cette époque-là. Donc, Irène II, dite l'Athénienne, a eu un peu ce sobriquet par rapport à ses origines grecques. Donc, elle est née vers 752 approximativement à Athènes et elle meurt en 802-803. J'ai trouvé un peu les deux dates en fait dans certains livres, à Lesbos, donc c'est-à-dire dans l'Empire byzantin. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse, on ne sait pas grand-chose de son enfance. On va dire que la plupart des ouvrages commencent de parler justement d'elle au moment où elle se marie avec l'empereur Léon IV et à qui elle donna un fils qui est Constantin VI plutôt, dit l'aveugle. On verra plus tard pourquoi il aura eu ce petit sobriquet ô combien pas très sympathique. En 780 plutôt, pas en 1700, en 780, son mari décède. Donc, son mari décède et elle obtient de son fils, elle obtient avec son fils, elle obtient avec son fils, bien évidemment, le droit d'être couronnée impératrice en même temps que lui. Le truc, c'est que son fils étant trop jeune pour régner, c'est elle qui va assurer la régence jusqu'à sa majorité. Son règne à ce moment-là, donc ça veut dire son règne en tant que régente, va se caractériser par ses prises de position au niveau de la restauration du culte des images. Il faut savoir que cette époque-là est marquée par une division idéologique religieuse au sein, de l'Église orthodoxe, mais aussi de l'Empire byzantin, vous avez d'un côté les iconoclastes qui, eux, ne veulent plus du culte des images, qui l'ont aboli, et les iconodoules qui, eux, par contre, sont favorables à ce culte-là. Donc, Irène se positionne au niveau du deuxième camp plutôt que du premier. Donc, au même moment de son couronnement, soit on va dire au moment de sa régence, on va tenter déjà de comploter contre elle, on va tenter de s'en débarrasser parce que on ne veut pas de cette reine, on ne veut pas de cette impératrice iconodoule, on veut un souverain iconoclaste. Donc les iconoclastes vont fomenter quelques complots ô combien peut-être bien élaborés pour essayer de se débarrasser d'elle et mettre à la place d'elle et de son fils. Par conséquent, le demi-frère de son mari, donc son beau-frère entre guillemets, Nicéphore. Sauf que malheureusement, ça n'a pas abouti et du coup, Irène règne, on va dire, en tant que régente toujours à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cette reine? Ses positions en faveur du culte des images va se traduire par un fait marquant qui est son souhait, le sien et celui du patriarche de l'époque, du patriarche de Constantinople de l'époque, qui est Arasios, qui est de réunir un concile œcuménique à Constantinople. Sauf que manque de peau, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire pourquoi? Ça ne peut pas se faire parce que la population et l'armée sont favorablement iconoclastes et se soulèvent contre eux. Nous sommes en 786. Dans ce cas-là, l'impératrice se dit « Ok, on ne peut pas le faire là, on va le faire ailleurs. » Donc, l'année suivante, ce fameux concile va se tenir à Nicée. Donc, c'est le fameux concile de Nicée que l'on connaît,
qui est un fait marquant, on va dire, dans justement la restauration du culte des images dans l'Empire byzantin. C'est le but de ce concile, qui devait normalement se tenir à Constantinople, mais qui s'est tenu finalement à Nicée l'année suivante, c'était de condamner les théories iconoclastes et de rétablir le culte des images. Le culte des images, c'est en fait des représentations du Christ. C'est tout simple. Les uns ne veulent pas que le Christ soit représenté, les autres y sont favorables. C'est, on va dire, c'est une question idéologique. Est-ce que, en gros, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas représenter le Christ? Cette question, je fais un petit aparté, n'est pas quelque chose de nouveau dans les religions. On retrouve ce souhait de ne pas représenter, on va dire, les grandes figures religieuses. Par exemple, dans la culture musulmane, dans l'islam, le prophète, normalement, n'est pas censé être représenté. C'est pour ça que vous n'avez jamais vous avez très rarement, voire jamais, des images du prophète représentées dans les mosquées, dans les mosquées, dans tout un tas de choses. C'est interdit. Ben là, les iconoclastes, justement, voulaient interdire les représentations du Christ. Cette crise iconoclaste, cette interdiction de représenter les images les images religieuses, a été interdite, voire supprimée, abolie en 730. Donc ça veut dire qu'entre 730 et 786, en 787 si on se base sur le concile de Nicée, il y a plus d'une trentaine d'années. Donc ça veut dire concrètement que ça fait 30 ans qu'on se déchire à savoir s'il faut continuer à représenter le culte des images ou pas. Donc, pour faire les choses très simples, parce que la crise iconoclaste est beaucoup plus compliquée que ce que ça en paraît. Même pour moi, c'est extrêmement compliqué. Donc, le concile de Nicée, pour revenir à ça, c'est on veut rétablir le culte des images parce que c'est le souhait à la fois du patriarche de Constantinople et de la souveraine, et on veut condamner les théories iconoclastes qu'on va qualifier d'hérésie. Irène parvient à ses fins à ce moment-là, et le culte des images est rétabli, malgré les soulèvements, les machins. Cela est donc possible. À la majorité de son fils, c'est là que les choses ont commencé à être un peu délicates pour la souveraine. Son fils réclame le trône, normal. Normalement, elle est obligée d'abdiquer. Ça veut dire que concrètement, quand tu fais une régence, ton fils est majeur, tu es censé lui laisser la place. Tu n'es pas censé, on va dire, continuer à exercer alors que, ben non, ce n'est plus ton rôle. Sauf que, ben, elle le refuse catégoriquement de laisser la place à son fils parce que, bien sûr, elle s'est aperçue qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait et surtout, ben, arriver à faire des choses utiles, si on peut dire ça comme ça. Le truc, c'est que la population ne l'a pas entendu de cette oreille, notamment, on va dire, les thèmes. Les thèmes, ce sont des catégories, en fait, de personnes, sont des catégories de population dans l'Empire byzantin, pour faire les choses très simples. Ça, je vous conseille d'aller voir, parce que c'est aussi très, très compliqué à expliquer. Les thèmes de Constantinople se sont soulevés, et ils ont dit, on veut ta mère, on n'en veut plus, on veut que tu arrives au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va te proclamer empereur, nous, le peuple, comme ça, tu ne peux pas être contesté. Et donc, ça va obliger ta mère à s'en aller du pouvoir et à te laisser la place. Ben, la pauvre Irène n'a eu d'autre choix que de se plier à ça, et du coup, ben, elle part en exil. Elle part en exil, du coup, et pendant 2 ans, tranquille, elle part en exil, nous sommes en 790. Pendant 2 ans, donc de 790 jusqu'à 792, silence radio. En 792, elle est rappelée par la cour qui lui demande de reprendre son rôle de souveraine. Oh, comme par hasard, nous avons besoin de toi, on te rappelle quand on a besoin. Donc,
D'accord, elle accepte, mais elle n'a pas enlevé son idée de régner seule et sans partage. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à comploter contre son charmant bambin et ses partisans. Elle va notamment s'appuyer et mettre en avant une supposée bigamie de son fils. On ne sait pas s'il a 2 épouses, pas 2 épouses, on n'en sait rien. Le résultat est que son fils est arrêté, donc il est capturé. Il est mis de côté, mais fait très célèbre du règne d'Irène, c'est que, en plus, pour punir son charmant bambin, de lui avoir un peu, on va dire, lui avoir pas tourné le dos, mais lui avoir comment s'être montré très ingrat, elle a décidé tout simplement de crever les yeux de son fils. Peut-on lui décerner le prix de la mère de l'année? Je vous pose la question. Moi, personnellement, je sais pas. C'est un des faits, on va dire, les plus connus, en fait, du règne d'Irène. C'est d'avoir rendu son fils Constantin VI complètement aveugle. Sympa la maman, hein? Sympa. Ayant écarté son charmant fils, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a obtenu non seulement le droit de régner toute seule, mais aussi le titre de Basileus. Basileus est normalement un titre qu'on accorde à l'empereur, donc à un homme. Là, c'est une femme, donc ça a quand même un caractère assez inédit, du moins pour l'époque. Son règne est quand même relativement court à partir de cette date-là, puisqu'elle va régner de 797 à 802. Malheureusement, court règne n'est pas très glorieux en soi, puisqu'il va avoir un certain nombre de couacs. L'un des points noirs, ce sera peut-être plus sa politique extérieure, à savoir le tribut qu'elle doit payer à un chef qui s'appelle, j'ai le nom sous le nez, à Haroun al-Rachid en 798. Donc Haroun al-Rachid, je vous mettrai une petite biographie si je la trouve en barre d'infos. Et également le fait que les Slaves pouvaient passer dans l'Empire byzantin. Ça, c'est quelque chose qui lui a été relativement reproché. La seule chose qu'on ne peut pas lui reprocher, et ça, peu de souverains peut-être y ont pensé avant elle, c'est d'entretenir des relations avec l'Occident. Il faut savoir que ces relations avec l'Occident, notamment avec Charlemagne, qui sont contemporains directs, hein, se sont révélées plutôt agréables, plutôt bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Si on mariait ces deux-là ensemble. Ce sont deux souverains chrétiens. 2, ils font partie d'un empire romain. Et de 3, ça réunirait les 2 hémisphères en un seul bloc. Donc, il y a eu des échanges, il y a eu, on va dire, des tractations, des machins. Alors certains historiens disent qu'il y a même eu une espèce de fiançailles entre Charlemagne et Irène. Bon, les deux étaient logiquement célibataires, donc ça ne posait pas vraiment de soucis. Enfin, en théorie, parce que le mariage, la notion de mariage en Occident était très différente de la nôtre. Enfin, différente de l'Orient, plutôt. Mais au final, ça a avorté. Pourquoi? Parce que Irène décède en 802. Donc, ça n'a jamais pu se faire. C'était un projet qui est resté, on va dire, lettre morte, puisque, certes, le but était de réunir les 2 hémisphères, était de réunir les 2 blocs chrétiens ensemble, sauf que malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'elle décède en 802. Son règne, en fait, se finit un peu de façon pas un peu brutale, puisque elle s'est révélée moins bonne souveraine que la cour l'espérait, certainement, par rapport à un certain nombre de couacs. Donc, ce qui s'est passé, comme on fait très souvent dans l'Empire byzantin, c'est qu'on va conspirer contre elle et on va la pousser à l'exil en 802. Donc, la reine s'exile, enfin la souveraine s'exile à Lesbos, où elle meurt quelque temps après. Alors, c'est soit 802, 803, ça va dépendre ça dépend un peu des ouvrages. Donc, elle meurt, on va dire, quelques jours plus tard, alors que c'est la cour elle-même qui l'a supplié de revenir parce que son fils était moins bon que probablement qu'il en avait l'air. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de Irène? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà que c'est une souveraine extrêmement ambitieuse pour l'époque, c'est une souveraine qui a peut-être un caractère moderne, mais peut-être trop moderne pour l'époque. On a déjà eu ce caractère moderne chez les impératrices byzantines avec Théodora,
qui a fait beaucoup pour les femmes byzantines. Mais là, nous avons un caractère un peu plus moderne, entre guillemets, dans le sens où vous avez une femme qui veut gouverner seule comme un homme et qui veut prendre ses décisions seule comme un empereur, on va dire lambda. Sauf que malheureusement, pour Irène, elle n'a probablement pas eu les soutiens qu'il aurait fallu. Elle n'avait probablement pas reçu les bons conseils. Et surtout, en fait, elle est tantôt méprisée, tantôt rappelée parce que ben on sait pas trop comment les choses se passent. Donc c'est les impératrices byzantines de façon générale ont du pouvoir sans vraiment en avoir. C'est-à-dire que quand Irène était régente, ben, quand ça frappait monnaie, ben, on trouvait des monnaies d'un côté à son effigie, de l'autre côté avec son fils. Donc ça veut dire, vous reconnaissez les deux têtes du pouvoir, c'est-à-dire l'empereur et sa mère, donc l'impératrice, sa mère. Mais en même temps, même si ça posait pas de problème qu'on l'associe avec son fils, ça posait quand même un problème parce que ben, une femme qui décide seule, ça tend un petit peu à poser, à titiller plus ou moins. Donc, c'est un personnage qui est en même temps atypique, violent par certains aspects. Quelle est la mère qui crèverait les yeux de son fils parce qu'il s'est montré ingrat? Je me le demande, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Et en même temps que je trouve extrêmement fascinant parce que on sait à peu près tout et rien en même temps de cette personne. Et c'est pour ça que je trouve le personnage d'Irène extrêmement fascinante. Donc voilà mes petits, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo très courte podcast. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous annonce que à l'heure où cette vidéo sera postée, j'aurai fêté mes 29 ans. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire partager cette vidéo. Vous dire merci, un très grand merci de m'avoir toujours soutenu, d'avoir regardé mes vidéos, de m'avoir envoyé des messages sous mes vidéos ou en privé. Je vous en remercie énormément, ça m'a toujours énormément touchée. Et même si je ne vous le dis pas assez, je vous aime énormément. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon été. Je vous souhaite de réussir vos examens si vous y êtes encore dedans. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.